Quand vous avez une enfant de 8 ans, 9 ans, 7 ans qui vous dit « mais moi je suis nulle ». Mais pas nul comme un enfant peut se sentir nul parce qu'il a raté une partie d'échecs, une partie de jeux vidéo. Nul. Ah mais je suis bête. Ma fille elle me dit ça, mais moi je suis bête. Votre fille a 9 ans. Elle est 10. Ouais, Multi-10. dans le jargon. Dyscalculique. Ouais. Dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Donc elle cumule. Voilà, tout à fait. Elle vous dit ça, je suis nulle? Ah oui, elle me dit depuis qu'elle a 7 ans. Il y a une méconnaissance des troubles, mais de la société même. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, vous allez entendre pour un enfant qui n'est pas dyslexique, comme c'est le cas de ma fille, souvent, en fait, il y a un jugement de la part de la société où c'est un enfant qui est turbulent, en apparence, c'est vrai, et on va penser que les parents élèvent mal. Elvire, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes l'auteur de l'Odyssée des 10 aux éditions Stock. L'Odyssée des 10. Quel voyage! On peut penser même à, quand on connaît un peu le parcours des enfants 10 et puis le parcours des parents d'enfants 10, on pourrait parler d'un voyage interplanétaire presque, intergalactique, tellement c'est un voyage encore avec des contrées non explorées. Mais il s'adresse à qui, cette Odyssée des 10? Il s'adresse autant en fait aux parents d'enfants différents qu'aux enfants en fait. J'aimerais bien que ce soit un livre qui soit lu par des enfants, notamment la partie du récit, ou par des parents d'enfants 10, parce que finalement on ne donne jamais la parole aux enfants, on ne les écoute pas beaucoup. Et moi je raconte ce que c'est que la vie avec un enfant différent, mais je donne aussi quand même la parole à ma fille, c'est-à-dire qu'on voit quel enfant elle est, et surtout qui sont ces enfants qu'on va traiter régulièrement d'enfants feignants, d'enfants qui rentrent évidemment pas dans la case, hein, mais qui sont extrêmement persévérants, qui regardent le monde différemment et qui nous obligent, en tant que parents, et qui devraient obliger la société à regarder différemment. Des enfants qui sont extrêmement persévérants, dites-vous, mais qui peuvent être abîmés aussi par un système en France, hein, je parle de l'éducation nationale et donc de l'école, qui n'est pas toujours très doux pour ces enfants-là. Oui, parfaitement. C'est-à-dire que l'institution, l'éducation nationale, se dit donc inclusive, hein, ça on le sait, on l'entend à longueur de journée. On entend beaucoup ce mot. Ils prônent l'inclusion, mais ils ne forment pas, ils n'adaptent pas les manuels, ils ne forment pas les enseignants, ils n'adaptent pas les manuels scolaires. Donc on se retrouve avec des enseignants qui n'y arrivent pas, qui vous disent mais c'est très dur, moi j'ai plein d'enfants avec des troubles différents, il y a des enfants autistes maintenant évidemment dans les classes, il y a des enfants avec un trouble du spectre de l'attention. Un trouble du spectre de l'attention, non, un trouble du spectre de l'autisme et des enfants TDAH ou des enfants 10. Enfin, il y a plein de neuroatypies. Et le monde est comme ça, c'est une richesse, cette diversité, c'est une richesse. Fort du constat que vous venez de faire, on se retrouve parfois aujourd'hui pour un professeur ou une professeure avec des classes où il y a 10, voire 12, 15 enfants qui peuvent présenter des troubles différents. Et je trouve qu'en France, on a un retard considérable sur tous ces troubles. Il y a un retard considérable parce qu'il y a une méconnaissance des troubles, mais de la société même. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, vous allez entendre pour un enfant qui n'est pas dyslexique, comme c'est le cas de ma fille, les enfants qui ont des troubles des TDAH, donc qui sont qui sont impulsifs, qui changent d'avis, qui peuvent avoir une logorée. Souvent, en fait, il y a un jugement de la part de la société où c'est un enfant qui est turbulent, en apparence, c'est vrai, et on va penser que les parents élèvent mal. Moi, je reçois des témoignages de parents, parce que souvent, les dyslexiques ont un trouble, un TDAH associé, qui me disent « Ah, mais moi, en plus, il a un TDAH, c'est la honte, je ne peux pas le dire, on n'arrête pas de me dire que j'élève mal mon enfant, on ne comprend pas. » Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la société, il faut aussi que ça change. Mais il y a l'école. Et aussi, l'école, ils ont beaucoup, effectivement, d'enfants qui présentent des troubles, mais on les entend quand même, les enseignants, dire que ça ne va pas. Est-ce qu'on entend les enfants? Est-ce qu'on entend les enfants qui souffrent? Est-ce qu'on entend est-ce qu'on entend les enfants qui sont à la peine? On ne leur donne pas la parole. On ne leur donne pas la parole. Finalement, et parce qu'on n'écoute pas non plus les mères ou les pères, parce qu'ils sont pris dans des méandres administratifs et tout ça, mais on ne les écoute pas, ces gens-là non plus. On n'a pas envie de le voir. Donc, il y a l'institution qui a des difficultés à changer les choses, même si elle dit que l'école se veut inclusive, mais elle ne forme pas ses enseignants et elle n'a toujours pas adapté le manuel scolaire. D'accord. La loi a 20 ans. Et d'un autre côté, on entend les enseignants qui effectivement accueillent, qui sont en souffrance. Eux, on les entend. Mais les enfants, nos enfants, est-ce qu'on les entend? Non. Non, on ne les entend pas. On les entend pas, et comment ils vont s'en sortir dans la vie? Quand vous avez une enfant de 8 ans, 9 ans, 7 ans,
qui vous dit « mais moi je suis nulle ». Mais pas nul comme un enfant peut se sentir nul parce qu'il a raté une partie d'échecs, une partie de jeux vidéo. Nul. Ah mais je suis bête. Ma fille, elle me dit ça, mais moi je suis bête. Votre fille a 9 ans. Elle est 10. Ouais, multi-10. Dans le jargon. Dyscalculique. Ouais. Dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Donc elle cumule. Voilà, tout à fait. Voilà. Elle vous dit ça, je suis nulle? Ah oui, elle me le dit depuis qu'elle a 7 ans. Non, elle me le dit, je l'ai enregistré d'ailleurs. D'accord, et vous lui répondez quoi? Ben non, je joue mon rôle de maman, mais je dis, mais non, mais t'es pas nulle, bien sûr que non, que t'es pas nulle. Mais c'est quelque chose qu'on lui met dans la tête parce qu'ils sentent, ces enfants sont intelligents, donc ils sentent qu'ils sont différents. Et puis à la différence d'autres enfants, c'est pour ça que je disais que c'était très persévérant, c'est quelque chose sur lequel vraiment j'ai envie d'insister, parce que vous êtes en situation de classe, vous n'y arrivez pas, vous l'avez vécu, je l'ai vécu, c'est quand même pas le meilleur souvenir de notre vie, c'est pas grave, on n'en fait pas une maladie, mais on s'en rappelle. Eux, ça peut être tous les jours. Donc tous les jours, ils vont être interrogés, tous les jours, ils ne vont pas y arriver, tous les jours, ils peuvent être un peu moqués, pas forcément au début, mais au fur et à mesure, on peut être moqué, parce que les enfants ne sont pas extrêmement gentils entre eux. Non, les enfants 10 sont souvent victimes de harcèlement. Parfaitement, il y a plein d'études qui le démontrent. Oui. Moi, c'était le cas de ma fille, mais comme plein d'autres enfants. Donc finalement, ces enfants extrêmement persévérants n'y arrivent pas, ils continuent. Donc, ça donne d'ailleurs des adultes qui ont une acuité sur le monde différente, parce qu'ils ont... C'est les champions du contournement, moi je les appelle les champions du contournement. Et ils ont mis en place tout un tas de ressources pour fonctionner dans un monde qui n'est pas adapté et s'en sortir. Votre parcours dans tout ça, parce que vous parlez du parcours de l'enfant, mais parallèlement, l'école ne favorise pas non plus énormément le parcours des parents. Elle apporte peu de réponses aux parents aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que ça dit beaucoup de la France et de la société française, parce que finalement, vous vous retrouvez confronté à 2 systèmes, l'accès aux soins, l'école. L'accès aux soins, c'est très compliqué en fait. Déjà, pour que les bilans soient posés, pour qu'un diagnostic soit posé, c'est très compliqué. Beaucoup de volonté. Oui, il faut beaucoup de volonté. Il faut le savoir déjà. Il faut être bien aiguillé au démarrage. C'est très coûteux parce qu'on demande régulièrement, quand même, il y a une demande de vérifier si l'enfant est intelligent ou non, ou s'il présente une déficience intellectuelle. Donc il y a un bilan neuropsychologique qui est fait, et ça, c'est des bilans qui ne sont pas remboursés. Mais arrêtons-nous là, à cette étape, simplement, la première, Elvire. Oui. Moi, je pense souvent à tous ces parents qui sont au SMIG, mais bien sûr. À l'usine, ou dans le sûr. Bâtiment, et qui n'ont absolument pas les moyens, le temps, l'énergie et l'information. Bien sûr. Et on retrouve tous ces petits-là. Mais c'est des enfants sacrifiés. Sacrifiés. Oui. On se retrouve confronté à un système où l'accès aux soins donc, est très compliqué. Donc pour la faire simple, en fait, si vous êtes blanc, que vous avez suffisamment d'argent, que vous comprenez le jargon administratif, vous pouvez vous organiser dans votre emploi du temps et que vous pouvez payer, vous pourrez rattraper l'enfant. Sinon, si vous êtes dans d'autres configurations, une autre réalité, eh bien, il va falloir s'armer de beaucoup de patience. Il va falloir aller... Il y a des plateformes qui ont été créées quand même par l'État pour permettre qu'il y ait des rendez-vous et des prises en charge. Mais elles sont engorgées. Et il y a des associations qui jouent un rôle exceptionnel, qui peuvent aider les familles pour remplir des dossiers, pour orienter, pour faire un soutien aussi psychologique. Mais ça veut dire que les associations pallient un manque des missions de service public de l'État. Donc il y a beaucoup de familles et d'enfants sacrifiés, c'est vrai. En souffrance. Voilà, et ça c'est certain. Vous, votre fille, affronte aujourd'hui ce système, en tout cas, alors je crois savoir qu'aujourd'hui ça va mieux, puisqu'elle est dans une école qui lui convient, mais que me raconteriez-vous de ce qu'elle a dû affronter, quel type de professeur, quel type de violence a-t-elle dû affronter durant ces 6 premières années d'école? Ce qui a été très dur, elle a eu une année très dure. Alors c'est assez rigolo parce que rigolo c'est pas le bon terme, mais en tout cas quand vous rencontrez des parents, ils vous disent tu verras, il y a toujours une année en primaire qui est très dure entre le CE2 et le CM2. Oui. Voilà, donc moi c'était l'année du CE2 qui a été, j'appelle ça d'ailleurs dans le livre l'annus horribilis. C'était une année terrible pour ma fille parce que elle a fini l'année en fait avec, elle a somatisé les difficultés. Donc elle a passé 1 mois en béquille. Elle ne pouvait pas aller à l'école sans béquille. Et c'était complètement... elle n'avait rien de cassé, si vous voulez. C'était vraiment psychologique. D'accord. Donc c'était tellement... Et elle le disait, je ne peux pas aller à l'école sans béquille, maman. Et là... Des vraies béquilles? Oui, elle a eu des vraies béquilles pendant 1 mois. Alors qu'elle n'avait rien de cassé? Non. Et donc il y a quelque chose d'assez déroutant parce que vous faites tous les examens qu'il faut faire, évidemment, la prise de sang...
les échographies, les IRM, la hanche, le genou, enfin tout y passe. Vous avez quand même une semaine un peu de flottement. Oui. Parce qu'elle elle peut pas poser le pied par terre. C'était une manière de refuser l'école, non? Ou de ne pas vouloir y aller? Bah, c'est deux choses. Enfin, en tout cas, déjà, ce qui était très déroutant, c'est qu'elle arrive à ne pas faillir. C'est-à-dire quand elle est chez moi, enfin, quand je suis à la maison avec elle, à aucun moment, je me dis... je sais que c'est une somatisation, oui. Mais à aucun moment, elle ne se trahit. Donc elle pose jamais le pied. Donc c'est une vraie souffrance. Donc c'est une vraie souffrance, voilà. Donc elle me dit qu'elle souffre. Elle m'a dit d'ailleurs, les béquilles, moi j'ai besoin des béquilles. Les béquilles, c'est toi les béquilles pour l'école, c'est toi. Donc ça c'est très douloureux pour moi. Et dans la symbolique... Voilà, dans la symbolique, j'ai besoin des béquilles pour aller à l'école. Ouais. C'est aussi rendre le handicap visible, dire le mal-être, dire que c'est très dur. Donc non, Julia, elle a quasiment pas été à l'école. Enfin, vous savez, il y a une semaine comme ça, elle est restée avec moi. Non, c'était très difficile pour moi. C'est vrai que j'ai pris la mesure de la... De la souffrance? De la souffrance, ouais, c'était le mot que je cherchais. Ouais. C'est là où... quelle solution s'offre à cette petite fille, là, au moment où on se parle D'abord, cette école, comment elle lui plaît, là, cette nouvelle école? Pourquoi elle lui plaît? Bah, c'est une école qui est adaptée, si vous voulez. Donc, c'est une école où ils ont des ordinateurs. Si on réfléchit bien, en fait, tout le système de l'école, c'est de tout fonder sur l'écrit. Quand vous êtes un enfant intelligent, mais qui avait des difficultés pour orthographier les mots, et c'est pas juste un accord du participe passé, hein, c'est très important de le dire, parce qu'il y a plein de gens qui, comme c'est un peu à la mode, qui vont dire « Ah, mais peut-être que moi, les 10, en fait, ma fille fait toujours des fautes de secondes qui sont pas normales. » Oui. Beaucoup de gens font beaucoup de fautes d'orthographe, hein, oui, en règle générale. Je suis d'accord avec vous, mais vraiment, quand vous voyez un enfant qui écrit, un dysorthographique qui écrit, il écrit en phonétique. Oui. Et donc, en fait, c'est pas du tout une dictée de quelqu'un qui connaît mal les conjugaisons, vous voyez. Donc, on n'est pas dans le même monde déjà. Ce que vous disiez au début, ce n'est pas du tout la même galaxie. Donc, moi, quand elle m'écrit des mots, parce qu'elle m'écrit des mots, hier soir, elle m'a écrit un mot, mais comment elle me l'écrit C-O-M et en A-N. A-N. Vous voyez, donc il faut que je lise moi-même en phonétique. Sauf que si elle a un ordinateur, l'ordinateur va lui corriger directement. Voilà, c'est ça. Donc cette école, eux, ils se disent, mais en fait, on va arrêter d'interroger les enfants sur un système en fait, qui n'est pas adapté, qui ne marchera jamais. Ce qu'on veut, c'est savoir, enfin, l'école, quand même, ça sert à apprendre des choses aux enfants. Bien sûr. C'est quand même beaucoup plus... important en fait, parce que ce qui compte pour les enfants, c'est qu'ils aient un petit peu confiance en eux quand même pour s'en sortir dans la vie. C'est adapté. Voilà, c'est adapté de se dire finalement, on veut savoir si cet enfant a appris, mais on va lui donner tous les moyens de compensation pour qu'il apprenne et qu'on l'évalue à sa juste valeur. La société française a tout intérêt à rattraper ces enfants-là. Mais bien sûr. Même d'un point de vue pécunier, on va dire, parce que des adultes, des enfants qui ensuite seront des adultes qui vont marcher de manière bancale, qui vont être des assistés parce qu'on ne leur a pas donné les chances de s'exprimer, de s'adapter. Ou d'être eux-mêmes. D'être eux-mêmes, tout simplement. Eh bien, ce sont des adultes qu'il faudra assister toute leur vie, pratiquement. Oui. C'est en tout cas une partie. Oui, tout à fait. Là, moi, je parle des 10, mais en fait, c'est un sujet autour du handicap invisible, quelque part, vous voyez. Et bah oui, c'est un enfant sur 6, hein, qui a un trouble du neurodéveloppement. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ouais. Moi, je pense qu'il faut en parler. Plus on en parlera, plus ça permettra déjà de permettre aux familles de se sentir moins seules, d'aider les enfants. C'est quand même important, moi, je trouve, d'arrêter d'entendre ces enfants grandir en se disant qu'ils sont complètement nuls et qu'ils n'y arriveront pas parce que le système leur renvoie ça. Je trouve que c'est dramatique, en fait. Dans le livre, il y a des portraits, j'ai souhaité vraiment rencontrer C'est très intéressant, des gens. c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que vous faites parler tout le monde dans ce livre. Oui, je sais, j'ai essayé. Et ça, c'est... Oui, mais c'est peut-être la première fois que je lis un bouquin où parents et enfants s'expriment et où on a un ressenti, une vision de leur vie, en fait, de ce qu'ils ressentent. C'est ça, qu'on comprenne, en fait. C'est-à-dire que moi, si je vous rencontre et que je dis, voilà, ma fille, bon, déjà, je vous dirais peut-être pas tout de suite, même si maintenant, bon, mais si je vous dis, si je travaille dans une entreprise, vous voyez, et que je dis, bah, ma fille est très, très 10, j'ai plein de rendez-vous médicaux, vous voyez, parfois, c'est 3, 4, 5 rendez-vous médicaux par semaine. Mais en fait, l'entreprise, elle va pas comprendre, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est pas possible, en fait. Il y a quand même quelque chose aussi où les gens ne comprennent pas, les gens imaginent qu'on les élève mal, les gens imaginent qu'on les couvre. Il y a quand même toujours ça qui reste, moi, je l'ai entendu, hein.
Ouais. beaucoup. Alors que c'est pas ça du tout, c'est des enfants qui souffrent, nous on est démunis, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où frapper aux portes, on doit trouver des rendez-vous médicaux, on doit les accompagner, on doit leur dire mais tu sais c'est pas une maladie que tu as ma chérie. Non, parce qu'en fait on les amène que chez des professionnels de santé aussi. Ouais. Ça c'est important, moi j'en parle dans le livre. Orthophoniste. Mais oui, le psychologue à un endroit parce que c'est compliqué, l'ergothérapeute, le psychomotricien, et puis il faut aller voir la neuropsy, il faut vérifier ci, vérifier ça, donc ils sont souvent en fait, ils sont souvent en salle d'attente. Ils en ont marre, même, nos enfants. Et puis c'est-à-dire que je me dis, mais quand même, on grandit comment? Enfin, moi, j'en parle dans le livre. Moi, j'ai pas eu cette enfance. Vous voyez, quand je sortais de l'école, j'allais jouer avec les copines, où j'étais dans mon monde. Enfin, elle va sortir, elle va aller chez l'orthophoniste, elle va pas au parc, enfin, depuis qu'elle a 6 ou 7 ans. C'est pas les mêmes. Et c'est pas une fois de temps en temps, c'est 2 fois par semaine minimum. Ouais, c'est beaucoup. Donc, c'est pas du tout les mêmes enfants. C'est pour ça que je dis qu'ils sont hyper persévérants. Il y a une sorte de l'insouciance qui est pas volée, c'est pas ça, mais ils sont pas du tout dans la même réalité que des enfants qui n'ont pas de troubles, et tant mieux d'ailleurs. Mais il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je me dis quand même, l'enfance qu'ils ont, si je regarde moi, dans le rétro, si je compare, je me dis quand même, Mais vous savez, on est tout de même des voisins pas si lointains de pays comme la Suède, la Norvège, toute cette Europe du Nord, les Pays-Bas aussi, où le système est adapté à ces enfants-là. Donc ça veut dire qu'il y a des modèles existants déjà au Canada aussi, depuis des années. Et pourtant, rien ne se passe pratiquement. Oui, pas grand-chose se passe. Pas grand-chose. C'est ce qu'on se disait. Je sens que vous avez du mal avec rien, mais parce que je trouve que c'est tellement rien ce qui se passe. Oui, enfin, ramener à l'échelle, je suis d'accord, c'est vraiment peu. Je pense que ce qui a changé, c'est un peu le dépistage. On dépiste un peu mieux. Ça, un peu plus facilement. Ça, c'est vrai. Je peux pas... voilà. Après, l'école, il faudrait retourner l'institution, si vous voulez. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, en fait, c'est que nos enfants, on peut considérer qu'ils sont placés en situation de handicap. Vous savez, on peut faire une reconnaissance. Oui. Mais en fait, pour moi, c'est pas du tout des enfants handicapés, c'est juste des handicapés de l'école. Dans la vie, vous voyez. Et donc, je trouve que votre livre, quelque part, il alerte, mais en même temps, il offre un éclairage à toutes celles et ceux qui vous écoutent, là, en ce moment, et qui vont dire, mais moi, demain, je vais être parent, et si mon enfant est 10 ? Dans le livre, ce qui est terrible dans le livre, c'est qu'il y a 2 portraits de jeunes femmes qui sont 10, hein, et quand même, il y en a une qui dit de manière catégorique, et je lui ai bien dit, t'es sûre, tu veux que je l'écrive? Tu penses pas que tu vas changer d'avis? Qui veut pas d'enfant, hein, Ben oui. parce qu'elle en a hérité par son père, parce qu'il y a une part génétique. Et elle veut pas le transmettre à son enfant tellement elle a souffert. Il faut quand même prendre la mesure. Et voilà, c'est une jeune femme intelligente, qui fait des dessins, mais elle a tellement souffert et elle trouve que le système n'a tellement pas changé depuis qu'elle était petite, elle a une trentaine d'années, qu'elle ne veut pas d'enfant. Et une autre jeune femme, pareil, qui, elle, se dit probablement pas quand même. Il n'y a pas de parole d'enseignant dedans? En fait, oui et non, parce qu'il y a dans le portrait, il y a un Sacha, il y a 2 Sachas dans les portraits. Ah oui, et il y a Sacha qui est prof. Et donc lui, il explique ce qu'il fait. Il a voulu faire ce métier pour justement pas faire comme les profs qu'il avait pu avoir et aider tous ces enfants différents. L'école inclusive, c'est quand même une hypocrisie. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me met assez en colère. Parce que je me dis, mais quand même, on nous bassine, on nous rabâche les oreilles avec l'école inclusive qui ne l'est pas. Et en plus, il faut vraiment plaider sa cause. C'est-à-dire que quand vous restez... Enfin, moi, le choix de l'école privée, c'était la souffrance de ma fille, la perte de confiance absolue, totale, à un âge si petit. Vraiment. La déprime. Ce qui est totalement injuste. Totale. Vraiment la déprime qui commence à s'infuser dans son corps. Et aussi, moi, je suis quelqu'un de doux. Et aller plaider ma cause, comme je sais comment ça marche, le système, parce que je l'ai étudié de par mon métier, aller plaider la cause de ma fille tous les ans, préparer mon dossier, expliquer, dire « ça, vous ne l'avez pas mis en place, c'est écrit pourtant », faire des courriers. Le collège, multiplié par le nombre de profs, moi, je ne peux pas, en fait. C'est trop pour moi. Je ne suis pas capable. C'est trop violent. Ce système est trop violent. Et j'admire les mères qui n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et elles m'écrivent, tous les jours, je reçois des messages. Tous les jours. Et elles sont désespérées. Elles ne sont pas entendues. Personne n'en parle. Personne ne comprend ce qu'elles vivent. Il y a une invisibilisation des mères. Beaucoup se mettent à mi-temps pour s'occuper des enfants, les tenir psychologiquement, les amener au rendez-vous. Et donc se précarisent. Et ça, moi, ça me bouleverse. Je me dis, c'est pas possible. J'entends des mères qui me disent, moi, on me dit que je l'élève mal,
On me dit que je ne suis pas assez présente. Bah non, moi je dis bah non, en fait. En dire, c'est le premier chapitre du livre. Non, en fait, c'est dans le cerveau. Mais ce livre, l'Odyssée des 10, il n'est pas que destiné aux parents d'enfants 10, aux enfants 10, mais il est aussi destiné à tous les parents d'enfants lambda qui roulent tout seuls pour l'instant, mais aussi à vous, les professeurs qui allez tomber sur cette vidéo. Lisez ce bouquin. D'abord parce que vous allez en apprendre beaucoup et peut-être ça peut améliorer votre quotidien professionnel, d'en savoir un peu plus sur les enfants 10 et puis bien évidemment toutes les orthophonistes et tous les orthophonistes qui nous écoutent et toutes ces professions liées à ce chemin des enfants multi-10. Lisez ce bouquin, L'Odyssée des 10, c'est chez Stock. Merci, Merci Elvire. beaucoup, Olivier. Merci.